Deux belles affiches aujourd'hui, donc dans la deuxième partie que nous allons vous présenter dans quelques instants. Et ce sera donc Nigeria-Cameroun, match que nous attendons que ce soit en Europe, mais aussi sur le continent africain, parce qu'on veut voir ce Cameroun-Nigeria. Et puis Égypte-Afrique du Sud, bien entendu, Égypte qui devrait confirmer. Suspense entier en tout cas pour ces deux matchs. Et puis les à côté de la CAN dans la troisième partie, les informations aussi en provenance du Caire. Parmi nos invités, il y a Koukou Djobo, que vous avez vu en première partie, journaliste sportif du Togo, et puis Edith Giscard Nono, journaliste sportif du Cameroun, et puis il est patron aussi du site Samedi Foot. Ça marche ou pas, Samedi Foot? Qu'est-ce que vous faites pour la CAN? Samedi Sport, c'est Samedi Sport. Samedi Sport, c'est le traitement de l'actualité sportive africaine. Et pour la CAN, on essaie tout simplement de traiter les informations que nous avons sur cette actualité-là. Mais la priorité pour nous était la Coupe du Monde féminine. Parce que, oui, je vous ai vu. Vous préférez les filles que les garçons? C'est pas une question, c'est une question de priorité et de proximité. Mais ça se comprendra aussi. Oh, bien sûr, aussi il y avait un intérêt réel parce qu'on avait quand même deux sélections qui étaient en huitième de finale. Donc c'est un espoir qu'il fallait... Il faut les saluer. Et puis le Cameroun qui a été volé. Oui, malheureusement, je ne sais pas si on peut le dire ainsi. Et le Nigeria aussi. Je ne sais pas si on peut le dire ainsi, mais néanmoins, les équipes africaines en sont un peu frustrées de la compétition, oui. Et puis pour l'interactivité, je vous rappelle bien vos pronostics tous les jours sur nos réseaux sociaux. Pour le Facebook, c'est Africa24 TV. Et puis pour le Twitter plutôt, c'est #Africa24. Vous n'hésitez pas. Et puis les meilleurs commentaires seront lus à l'antenne. Les affiches du jour maintenant. Deuxième journée de compétition avec deux autres matchs très intéressants. D'abord, Nigeria-Cameroun, où le suspense demeure entier. Voyons le sujet. Les qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football sont désormais connus après les dernières rencontres de poule. Le huitième de finale le plus indécis de la compétition oppose ce samedi à partir de 16h GMT le Nigeria qui est sorti deuxième du groupe B avec 6 points, au Cameroun deuxième du groupe F avec 5 points et tenant du titre. L'histoire retient que ces deux nations africaines ont eu les meilleurs résultats au plan mondial. Une médaille d'or olympique pour chacun des deux, un quart de finale de Coupe du Monde pour les Lions indomptables et 3 qualification au second tour pour les Super Eagles. Les deux équipes se sont croisées à 3 reprises en finale de la CAN 84, 88 et 2000, toujours remportées par le Cameroun. De quoi s'attendre à une rencontre de taille dans laquelle les Nigérians voudront prendre leur revanche. C'est un commentaire qui était assuré par Amen Edji. Alors, messieurs, qu'attendez-vous de ce match? Je vais interroger d'abord Koukou. Koukou, on sait que Garner Traoré, c'est un fin stratège. Il est capable de tout. Justement. Je partage cet avis parce que je pense que c'est quelqu'un qui généralement en fait commence déjà par structurer son équipe en partant des bases défensives. Donc qui va demander un investissement très prononcé sur le secteur défensif. Après, il va, je pense également aussi s'appuyer sur ses attaquants Igalo, Iwobi et Moussa. Pour pouvoir aller poser des problèmes à l'arrière-garde camerounaise. Après, je pense que c'est un match qui, il est vrai, sera est assez indécis, mais également aussi parce que Clarence Seedorf apporte aussi cette touche tactique sur la sélection des Lions indomptables. Oui. Alors, messieurs, vous pensez que ce sont deux entraîneurs qui ont fait beaucoup de vidéos avec leurs joueurs, qui ont regardé beaucoup la vidéo? Dans le cas de Seedorf, je sais qu'il est très minutieux. Ouais. Il est extrêmement minutieux par rapport à ce genre de mesures, de principes. C'est un entraîneur qui travaille énormément, comme l'a si bien rappelé. On a remarqué, on a observé que tactiquement, en tout cas dans le repli défensif, le Cameroun s'est nettement amélioré. Donc tant mieux pour ce groupuscule. Mais cependant, par rapport à cette rencontre-là, on ose espérer que le tenant du titre, d'abord, se fera respecter, même si en face, c'est quand même le Nigeria. C'est une confrontation entre des faux frères, des frères ennemis, autant pour moi. Donc, par rapport à la suite de cette compétition, j'espère que d'abord, le Cameroun pourra, une fois, en profiter pour pouvoir néanmoins ouvrir le score. C'est but qu'on attend depuis pas mal de temps, parce que ça fait quand même 2 rencontres que le Cameroun n'a pas marqué le moindre but, et que les attaquants semblent être en déficit de réussite. Pourtant, il y a de la qualité dans ce collectif. C'est également le cas du Nigeria, avec le joueur qu'on a cité précédemment. Il se marche sur les talons dans l'attaque camerounaise, selon vous? Parce que Choupo-Moting a ouvert pas mal de brèches, mais n'a jamais pu réussir. Et puis,
je ne comprends pas toujours les remplacements. Le banc de touche et les titulaires de Clarence Seedorf. Il y a un manque de réussite. Et moi, je vais du principe, ça n'engage que moi, que Seedorf n'est pas là pour du one-shot. N'est pas là, c'est un entraîneur qui est arrivé en cours de qualification, de phase éliminatoire de la compétition. Il est là sur la durée. Donc, on est dans une compétition, il découvre le groupe, les réactions, les comportements des joueurs pendant la compétition. Et je pense que ses attitudes, enfin les changements qu'il fait n'est pas forcément bouleverser tout le temps le 11, c'est pas forcément la situation idéale, mais néanmoins pour un groupe ça galvanise. Oui, mais par exemple quelqu'un, bon je ne me fais pas une fixation, mais comme Bassogog, on ne peut pas le sortir, le faire rentrer, parce que c'est pas toujours bon pour le joueur non plus. Moi je suis d'accord pour le principe. Karl Toko Ekambi par contre, je ne le reconnais pas. Oui. Il est en dessous de ses qualités, il est en dessous de ses capacités. Effectivement, il est à un poste, bon, c'est pas simplement le poste qui pose problème, c'est aussi la compétition. Et puis vous sortez Choupo-Moting, capitaine. Oui. Vous le mettez sur le banc et vous le faites rentrer un quart d'heure après. Non, il était 10 mieux pour le second match. Ouais. Je pense qu'il faut apporter cette notification. Il était atteint à la suite d'un bobo qu'il a eu lors de la première rencontre. Et il était donc 10 mieux par rapport à cela. C'est la raison pour laquelle l'entraîneur avait pris, le staff, autant pour moi, avait décidé qu'il en soit ainsi. Mais après, il a retrouvé pleinement ses moyens. La preuve est que quand il est entré d'ailleurs, il a repris son brassard. Coucou, un petit bon quand même aussi. Alors moi, je pense que le sélectionneur attend de ses joueurs une certaine discipline tactique. On a parlé de Bassogog. Bassogog fait beaucoup de courses pour venir jouer son rôle défensif. Et ça demande beaucoup d'énergie. À partir du moment où vous répétez les efforts sur le terrain, il faut clairement qu'à un moment donné, l'entraîneur prenne la décision de pouvoir vous faire souffler. Après, le turnover, c'est vrai qu'il n'est pas toujours facile à cerner sur Charles Toko Ekambi. Après, il y a aussi le cas de Choupo-Moting qui est différent, puisque voilà, il relevait d'un petit bobo. Je pense qu'il faut surtout comprendre que l'entraîneur attend de ses joueurs un certain investissement sur le terrain. L'investissement sur le terrain, si je prends le match contre le Ghana, où les deux joueurs excentrés étaient appelés à faire beaucoup de replis défensifs, et ça, clairement, sur un match, au bout d'une heure de jeu, vous êtes cuit. Oui, et puis Clinton G, oui. Il se mêle un peu des pinceaux. Alors, il faut voir la saison qu'il a fait, Clinton G. Voilà, il n'a pas beaucoup joué en club. Il va arriver sur une compétition où il est titulaire, où on va lui demander de faire des efforts sur une certaine durée. C'est pas toujours très facile, hein, parce que et de la même manière, quand vous abordez un match, vos premières décisions vont conditionner le reste du match. Voilà. Si vous êtes en réussite, le reste du match sera plus facile pour vous. Oui. Et si vous en mêlez les crayons dès le départ, vous allez passer votre temps et tout le match à gamberger. Et ça, par exemple, ça peut avoir une incidence sur le reste du match. Ce qui va faire qu'au bout d'une heure de jeu, effectivement, l'entraîneur va décider de changer parce qu'il voit que vous êtes en difficulté. Oui, et dites-vous qui avez toujours suivi cette sélection depuis des années, vous les avez suivis lorsque cette sélection vient aussi évoluer en Europe. Ouais. Que faut-il faire ce soir pour prendre l'avantage sur le Nigeria? Parce que personnellement, je l'ai par moment au téléphone, Guernatro, je sais, je le connais, c'est un très très bon technicien. Ouais. Mais au-delà de la qualité de technicien et de tacticien de Guernatro, il faut juste rappeler que la première chose dans le Cameroun a besoin, puisque c'est entre guillemets également le sujet, c'est juste de la réussite. Je pense que si on n'a pas marqué, si le Cameroun n'a pas marqué, c'est pas faute. Ça va pas réussir, c'est juste qu'ils ont manqué de réussite. Ils ont intérêt à marquer ce soir. Ils ont intérêt. Prendre l'avantage. C'est-à-dire que ça va pas. Je pense pas que ça va nous faire le coup de Bénin-Maroc. Bon, même si on fait confiance à Onana pour les pénaltys, pour les tirs au but, parce que c'est l'un des meilleurs gardiens de la compétition, mais bon. Surtout africain, actuellement, oui. C'est le meilleur, il faut le dire, sans embâche. Si en Afrique, oui, c'est le meilleur. Mais je ne pense pas qu'on arrivera jusqu'au pénalty. Très honnêtement, non. Pourquoi? Parce que, alors, on ne sera pas dans le même schéma que Bénin-Maroc. Parce que clairement, là, on était dans un contexte de David contre Goliath. Là, pour moi, les forces sont plutôt équilibrées. Mais une dimension qui sera déterminante pour moi sera le mental. Ouais. Ce sera le mental, pourquoi? Pour pouvoir gérer en fait tous les événements qui vont arriver, qui vont intervenir sur le cours du match. Ouais. Voilà. Si jamais une des deux équipes prend
encaisse en premier, ça lui sera difficile de revenir, même si ça reste quand même des joueurs professionnels. Ouais, on va bétonner, quoi. Voilà, c'est sûr, c'est sûr. Pour moi, voyant le mode de fonctionnement des deux sélectionneurs, pour moi, le premier qui va marquer risque de prendre une grosse option sur la qualification. Messieurs, nous allons enchaîner avec Égypte, Afrique du Sud, où tout un peuple attend. Et les Sud-Africains n'ont pas encore abdiqué. Attention, nous allons tout de suite retrouver Amen Edji pour nous présenter cette rencontre. En terminant première de la poule A, l'Égypte, pays organisateur, a pu obtenir son ticket pour les huitièmes de finale de cette compétition. Sortis avec 9 points, les coéquipiers de Mohamed Salah feront face au Bafana Bafana de l'Afrique du Sud, qualifié comme meilleur troisième de cette compétition. En phase de groupe de la CAN 96, l'Égypte a battu l'Afrique du Sud sur le score de 1-0, de même qu'en 98, mais cette fois-ci en finale sur le score de 2-0. Les Sud-Africains pourront-ils renverser la tendance à l'occasion de ces huitièmes de finale? Pour le moment, les données semblent déséquilibrées quand on sait que les Pharaons sont des habitués de cette compétition, avec 7 CAN à leur actif, a fortiori poussés par plus de 70 000 spectateurs. Alors je dis qu'Afrique du Sud n'a pas complètement abdiqué, mais lorsqu'on voit les fers de lance du côté égyptien, comme Trezeguet, comme Mohamed Salah, je pense que devant 70 000 personnes, ils devraient se transcender, ces deux garçons. Ouais. Alors, ils devront encore se transcender. Déjà pour moi, c'est vrai que je n'aime pas trop le concept de désigner un favori pour une compétition, ouais. mais on voit quand même que l'Égypte qui organise la CAN, 3 fois sur 4, ils l'ont remporté quand même. Et là, ça les classe, ça les positionne comme un favori. Ils sont chez eux, ils ont également des certitudes, parce que Trezeguet, qui est pas mal, Mohamed Salah, qui pour moi n'a pas encore réellement commencé sa compétition, parce que c'est vrai qu'il est très fort. Il a réalisé une saison qui est complète, mais il n'a pas encore pour moi mis la main sur cette compétition. Et à mon avis, il va se réveiller à un moment donné, ça risque de faire très très mal. Oui, alors on parle des 50 matchs qu'ils ont dans les jambes, oui. Tels que Sadio Mané, tels que Mohamed Salah, mais est-ce que ça peut justifier quelquefois la faiblesse de certains joueurs? Oui, ça peut justifier le manque de fraîcheur pour un début de compétition. Parce qu'ils font que ça dans la vie, hein. Oui, mais ça peut justifier, José, le manque de fraîcheur de certains joueurs pour ce début de compétition, mais qui vont naturellement, comme certaines sélections, monter en puissance. Moi, je ne me fais pas de soucis pour Mohamed Salah. Il a quand même déjà inscrit un ou 2 buts, je crois. Ouais. Et en plus, on constate que c'est quand même lui l'étincelle, c'est-à-dire que c'est de lui que vient assez souvent aussi la différence au sein de sa sélection. C'est pas le cas d'autres stars avec leurs sélections respectives. Donc, Mohamed Salah assume pleinement son rôle et aujourd'hui il est galvanisé par tout ce public qui sera présent pour supporter cette équipe égyptienne. Pour moi, l'Égypte est grandissime favori, mais je rappelle, grandissime favori n'est pas synonyme de grandissime vainqueur. Oui, tout à fait. Parce qu'il faut se méfier quand même de l'Afrique du Sud. Oui. J'ai remarqué qu'il y a une petite montée en puissance sur les 2 derniers matchs. Donc tout ça, il faut se méfier. Sur le plan individuel, il y a de bonnes choses. Voilà, il y a également de bonnes individualités sur les Bafana Bafana. Après, c'est également aussi une équipe qui a un gros ascendant sur son investissement physique. La dimension athlétique de cette sélection également peut être un paramètre qu'il faut tenir en compte pour le résultat. Et une rencontre se joue à pas grand-chose, parce que je tiens juste à rappeler, pour ceux qui ont suivi Égypte-Congo, si le Congo avait de la réussite en début de rencontre, on ne parlerait plus de la même rencontre. C'est-à-dire que si l'Afrique du Sud a un minimum de réussite, comme ça aurait pu être le cas du Congo, on ne serait pas dans le même contexte. Donc il faut faire attention, quoi. Oui. Alors messieurs, nous allons revenir sur ces affiches justement, avec notamment Cameroun-Nigeria. J'espère que le public sera là. On est samedi, donc c'est à 18h. Le soleil n'est pas aussi chaud, ne tape pas aussi fort qu'à 16h. Donc je pense que le public sera là aussi pour ce premier match. Moi, je ne vais pas parier sur la présence du public. Je pense qu'il y a une volonté je ne dirais pas une volonté, mais un constat d'échec de la part de la présence des supporters qui sont complètement absents et qui ne se vouent qu'à supporter l'équipe égyptienne. Je pense que dans l'esprit de la compétition, ça n'y est pas, ça ne devrait pas y être. Je pense aussi qu'il y a des manquements au niveau de la CAF, parce que la CAF devait prendre en considération le contexte africain, dans cette mesure où l'accès à la billetterie
devait être raisonnable. Prenons un exemple, la compétition actuelle, notamment la Coupe du Monde, on avait des billets à 9 euros, c'est-à-dire qui est à la portée de tous. Je ne dis pas que les billets pour la compétition, notamment la Coupe d'Afrique, n'est pas à la portée de tous, mais on devait prendre en considération le contexte africain, que les supporters africains ne peuvent pas se mouvoir aussi facilement en Afrique comme le font les supporters européens. Les supporters africains n'ont pas forcément les moyens, etc. Mais dans l'intérêt de la compétition, pour avoir des stades pleins, mettre en place une stratégie, c'est la CAF qui doit jouer ce rôle. Ce n'est pas les supporters qui vont venir. Ils vont pas. C'est la CAF de jouer ce rôle. Il y a eu un manquement, selon moi, à ce niveau. Merci Edith. Nous allons voir le tableau avant de retrouver peut-être un petit mot de coucou à ce sujet-ci. Le tableau des matchs. Alors vous voyez les deux premiers résultats que nous avons et puis les affiches de ce samedi 6 juillet avec Nigeria, Cameroun et puis pas Madagascar mais comment dirais-je, Égypte, Afrique du Sud. Ce sera au stade international du Caire et Nigeria, Cameroun va se jouer au stade d'Alexandrie. Avant de voir les stades, Coucou, vous voulez dire un petit mot sur les stades? Alors, qui sont creux par moment. Je vais juste essayer de relativiser quand même parce que il faut pas oublier que l'Égypte organise cette CAN-là en relais. À la base, elle n'était pas candidate. C'est vrai. Et que sur les spectateurs, beaucoup n'avaient pas misé sur un déplacement dans le nord de l'Afrique. Après, un match Cameroun-Nigeria reste quand même une affiche de choix en Afrique. Donc je pense que ça peut quand même mobiliser mobiliser des foules. On n'aura pas 70 000 spectateurs. Enfin, j'espère que on pourra approcher, mais pour moi, le stade ne sera pas complètement vide. Tout à fait. Merci beaucoup. Nous allons terminer cette deuxième partie de l'émission avec les stades. Donc Nigeria-Cameroun, au stade d'Alexandrie. Je vous propose de revoir justement ce stade que vous devriez connaître déjà parce que souvent on vous le montre. Et puis l'autre stade, c'est celui du Caire, le stade international, dont la capacité est de 70 000 personnes. Voilà, très beau pays. Et l'Égypte, comme tous les pays africains, bien entendu. Fin de la deuxième partie, restez avec nous. On se retrouve tout à l'heure pour les à côté de la CAN.